Je sais pas ce que c'est, mais j'entends des bruits sans arrêt. Chérie, les coupures de courant, c'est normal. Mythes et complots avec Christian Page. Ça recommence. Les lumières des détecteurs s'allument et s'éteignent sans arrêt la nuit. Moi, je parie que c'est le fils des voisins. Il est bizarre, celui-là. Regarde, tu le vois. C'est quoi ce délire? Il me donne la chair de poule. Mais qu'est-ce qui se passe, Alice? Alice, qu'est-ce que... Alice! Bon. Christian Page, bonjour. Salut Benoît. Oui, Michel Louvain. Oui, c'est ça. Donc, je m'excuse auprès de nos auditeurs pour ce petit filet de voix. Mais bon, j'ai eu une extinction de voix. Il y a 48 ans, je ne prononçais plus un seul mot. C'est vrai? Oui. Mais tu sais qu'il y a un bon côté à ça, hein? Lequel? Hier, j'étais avec une jeune femme, elle m'a dit, écoute, ton petit filet de voix, là, je trouve ça excitant. Oh oui, c'est ça. C'est bon. Ça s'arrête là. Il y a Pierrot qui t'écrit, puis il veut savoir si la mère Tremblay est un mythe. Dans le concept de la chronique Mythes et complots. Mythe, on le voit pas beaucoup. Il semble plutôt être une façade. Ou un fantôme. Un fantôme ou une façade. Bon. Est-ce qu'on a entendu cet extrait un peu... Ouais, voilà. Donc, on parlait, tu viens de mentionner le mot fantôme, et c'est de ça dont la bande extrait, de la bande-annonce qu'on vient d'entendre. C'est le film Paranormal Activity 4. On va au quatrième. Oui, qui vient de prendre l'affiche dans les cinémas québécois, donc la semaine dernière. Et déjà, après quelques jours d'exploitation, en fait, après son premier week-end d'exploitation, le film a déjà rapporté 30 millions de dollars. Écoute, il s'est hissé à la tête du box-office. Et moi, je dois t'avouer que je suis un petit peu surpris parce que j'ai vu ce film-là et il faut bien dire, rien de nouveau. Je ne te parlerai pas trop de l'intrigue parce que à l'intérieur d'une minute, je vais avoir vendu le punch. Donc, tu vois, le scénario est excessivement faible. On utilise encore la même vieille technique des Paranormal Activités précédents. Donc, c'est l'idée d'une caméra fixe dans un environnement où on retrouve des événements un peu mystérieux. Cette fois-là, on a innové de façon extraordinaire. On a placé la caméra sur un ordinateur portable, ce qui nous permet de le faire passer de la chambre à coucher au salon. Mais quand même. C'est quand même merveilleux. Mais il aurait pu le mettre sur un téléphone intelligent aussi. Oui, absolument. Le film a été réalisé, donc Paranormal Activity. Ça, c'est le prochain, c'est le 5. Et c'est bien que tu le mentionnes parce qu'on se demande où ça va s'arrêter, mais le film vient à peine de prendre l'affiche que les producteurs nous annoncent qu'il y aura un Paranormal Activité 5. Sur un iPhone? Je sais pas, mais the franchise lives on, comme on dit. Ouais. Le film a été réalisé par Henry Just et Ariel Schulman, qui sont les mêmes qui avaient produit Paranormal Activité 3. Donc, faut-il s'étonner qu'il y ait une certaine redondance. Et le film, écoute, Benoît, si on a à investir, je pense que ça, c'est la bonne affaire. Le film a été tourné à l'intérieur, le temps de tournage, moins d'1 mois, en juin dernier, avec un budget de 5 millions de dollars. Et voilà qu'après sa première fin de semaine d'exploitation, le film a remporté 30 millions de dollars. C'est quand même bien, mais c'est quand même moins bien que le premier film Paranormal Activity. Je te rappelle que ce film-là, qui date de 2007 ou 2008, avait été réalisé à l'époque avec un budget minimal de 15 000 $ et selon des chiffres publiés en 2010, le chiffre a rapporté 200 millions de dollars à ses producteurs. Donc pour les gens qui ignorent, un petit coup de génie, hein? Ouais, pour les gens qui ignorent de quoi il s'agit dans ces Paranormal Activités, c'est un peu toujours le même scénario, une caméra placée dans un environnement. Qui a l'air du cinéma maison, là. Voilà, et ces gens-là, donc, filment des événements à caractère paranormal, d'où le titre Paranormal Activité, donc fantôme, tout ça. Mais c'était bon, le premier était bon, le premier était intéressant. Parce que c'était un peu innovateur, cette idée-là. C'était quoi l'autre, le précédent, là, celui qui a lancé la mode des faux documentaires, c'est le projet Blair. Donc, un groupe de jeunes qui s'en vont en forêt, qui se filment mutuellement, et puis auquel il va arriver une série d'événements un peu dramatiques et qui vont être gardés sur bande vidéo parce que les jeunes apparemment ont disparu. Ça, c'était assez ratoureux, c'était assez bon, ça. Oui, et d'ailleurs, ce film-là, le projet Blair, tout se jouait en fait sur la publicité parce qu'on avait mis en ligne un site internet où on nous racontait, où on nous présentait cette histoire-là comme une histoire vraie et on nous disait que ces jeunes-là avaient disparu alors qu'ils faisaient un documentaire pour l'école et qu'on avait retrouvé que les bandes vidéo et que c'était une sorte de montage de ces bandes vidéo que l'on observait. Moi, j'avais parlé à l'époque avec, l'histoire commence, on était à Burkittsville au Maryland et moi, j'avais parlé avec la mairesse de la ville à l'époque et elle m'avait raconté que ces gens-là étaient venus chez eux filmer des scènes dans la ville sans leur
autorisation et que le film avait tellement bien marché, avait tellement fonctionné au cinéma que ça avait comme un peu déclenché une forme de tourisme macabre. Les gens se rendraient à Burkittsville et brisaient des morceaux de pierre, de pierre tombale du cimetière pour rapporter de ces souvenirs-là. Ça, c'est pour Blair Witch C'était pour Project. le Blair Witch Project. Ouais. Et ensuite, on a vu découler toute une série de films à petit budget, toujours basés sur le principe du faux documentaire ou de la caméra laissée en marge dans un environnement X ou Y et qui nous montre des événements particuliers. Donc, c'était l'histoire de Paranormal Activity. Donc, ceux qui veulent aller voir ça, bon, ça donne un peu le frisson. Il y a des bons moments où on est un peu surpris, mais c'est rien de nouveau par rapport à ce qui a déjà été fait. Et c'est quoi cette étrange créature de Courage? Courage. Oui, donc voilà, quand je suis tombé sur cette nouvelle, j'ai dit, il faut absolument que j'en fasse part à Benoît. On est le 3 octobre dernier. On se trouve dans le petit village de Courage. On se trouve dans le West Berkshire, en Angleterre. Et là, on a un homme de 67 ans qui sort pour faire une balade avec son chien. On est en fin de journée. Et puis, au détour d'un sentier, le voilà qui se retrouve nez à nez avec deux animaux. Le premier, il l'identifie assez rapidement. Il s'agit d'un chat qui immédiatement prend la poudre d'escampette. Le deuxième animal, lui, écoute bien la description, il ressemblait, selon les témoins, à un chien berger, avait un long cou comme un cygne, une tête de chevreuil, un corps trapu et une longue queue ébouriffée et touffue. Style permanente, là, hein, Michael Jackson des années 70. Et donc, en voyant la créature, le type en question dit « Je me suis approché de l'animal », mais là aussi, l'animal a tourné les talons et s'est enfui dans le boisé. Le bonhomme en question a raconté ça à un journal local, qui en a fait la manchette, et rapidement, ça a dépassé les frontières du West, comment je t'ai mentionné ça tantôt, le West Berkshire, et puis tant et si bien qu'aujourd'hui, il y a une véritable chasse à la créature de Courage, et là, les gens viennent de partout pour patrouiller dans les bois, en espérant mettre le grappin sur cette mystérieuse créature, et moi, la question que je me pose en regardant... Pardon? La v'là. Oui, la question que je me pose en voyant cette mystérieuse description de cette créature, l'Angleterre a-t-elle accouché d'un chupacabra? Ah ben c'était la question à laquelle je m'attendais. J'ai eu un frisson, je me posais. Bon, et on a le temps d'aller sur le Yeti d'Akulivik. C'est qui ça? Ah oui, le Yeti de... Ben, voilà. Écoute, l'histoire, j'en ai parlé il y a 2 semaines. Ce sont des cueilleuses de baies dans un petit village d'Akulivik, dans le nord du Québec, qui ont raconté qu'à la fin du mois de septembre, alors qu'elles faisaient cette cueillette, elles se sont retrouvées nez à nez avec une créature simiesque, donc une créature mi-homme, mi-singe, qui faisait à peu près 2 mètres 50 de haut, le corps couvert d'une fourrure toffue, et la créature laissait derrière elle des empreintes de 40 centimètres de long. Donc, les 2 femmes sont retournées au village, ont raconté cette histoire-là, et qui éventuellement a trouvé écho dans la presse locale, et non seulement écho dans la presse locale, mais maintenant l'affaire est devenue presque une histoire nationale. Tous les journaux à travers le Canada ont parlé de cette histoire-là. Les gens affluent, se rendent sur place. On veut voir ces empreintes, on va en faire des moulages. On nous raconte qu'au cours des derniers jours, d'ailleurs, un ancien du village aurait trouvé une caverne avec des os à l'intérieur. Et là, on s'interroge si ça serait pas un peu le garde-manger de notre fameuse créature, ce Sasquatch, hein, qui veut dire le vieil homme de la forêt, cousin du Bigfoot américain et cousin du Yeti de l'Himalaya. Donc, une sorte, et évidemment, c'est un peu comme la saucisse high grade, hein, tu comprends, plus on en parle, plus on en mange, et plus on en mange, plus on en veut, hein. Et voilà, puisqu'on parle de cette histoire-là, ben, les témoignages se multiplient, et là, voilà que la semaine dernière, un groupe de chasseurs qui se trouvait près de l'aéroport d'Akulivik ont raconté qu'eux aussi s'étaient retrouvés nez à nez avec cette mystérieuse créature, et là, ben, évidemment, on s'interroge, s'agit-il encore du chupacabra qui a fait peau neuve? Mais voilà, donc... dans le nord du Québec. Dans le nord du Québec, alors pourquoi pas? Il n'y a pas de poêle. Oui, c'est ça. Donc, mais qui sait, le réchauffement de la planète va peut-être lui venir en aide. Et ta réponse à tout. Merci. On s'arrête un instant, on est avec Christian Page. Mythes et complots avec Christian Page. Christian Page, bon, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles sordides ou mystérieuses? Oui. Parce que vraiment, dans la vraie vie, ça manque. Sacramouille. Écoute, j'étais en train de te parler de cette apparition de créatures simiesques dans le nord du Québec.
Ben, écoute, le Yéti, évidemment, on en retrouve des histoires de Yéti, de Sasquatch, de grandes bébites à grands pieds. Ouais. On en retrouve un peu partout. Et voilà que là, on a une nouvelle qui nous arrive de la Russie. J'en avais parlé il y a quelques mois. Il y avait plusieurs expéditions qui s'étaient donné rendez-vous dans la région des monts Souria, qui se trouve en fait tout près du Kazakhstan, de la frontière du Kazakhstan et de la Mongolie. Oui, je vois où c'est. Et station balnéaire. Ben, absolument. Pas du ski, là. Donc, les expéditions s'étaient donné rendez-vous dans ce secteur-là OK. parce que l'on disait l'endroit habité, les forêts habitées par des créatures simiesques. Les Russes Simiesques, ça veut dire simiesques quoi, veut dire simiesque? avec des caractères de singe. OK. Donc, une sorte de créature mi-homme, mi-singe. C'est une belle insulte, ça. Oui, voilà, oui. Toi, mon simiesque. Exactement. Mon simiesque voisin. J'ai quelques noms en tête ces temps-ci. Et donc, pour les Russes appellent cette créature l'Almasty. Nous, c'est le Sasquatch, le Bigfoot pour les Américains. Et ces expéditions, donc, s'étaient donné rendez-vous dans ce secteur-là. Ils sont revenus bredouille. Alors, en revenant bredouille, on est Ils allé... reviennent toujours, bredouille, Christian. Attends, Benoît, ne me coupe pas ma chute, s'il te Excuse-moi. plaît. Ah, je suis désolé. Donc, on s'est tourné vers un cryptozoologiste russe. Oui. Donc, des gens qui s'intéressent à ces créatures qui sont difficilement trouvables, Oui. pour ne pas dire qu'ils n'existent peut-être pas. Merci. Donc, on s'est tourné donc vers ce Igor Bourtsev et voilà que lui a trouvé l'explication. Selon lui, Oui. les créatures, ces fameux almastis, n'habiteraient plus cette région. Elles auraient simplement migré plus au nord du pays à cause du réchauffement de la planète. Donc, voilà l'explication qu'il a proposée aux journalistes cette semaine pour justifier l'absence de preuves concrètes ramenées par les équipes qui s'étaient donné rendez-vous Parce dans que cette région des monts Souria. Il existe une autre explication. Ah, à tout en ça. fait, il y en avait deux, moi. J'en avais deux Vas-y en tête. donc. Moi, bon, ça, c'est l'explication que lui a proposée. Immigration vers le Immigration vers le nord. Moi, ça aurait pas été mon premier choix. Mon premier choix, ça aurait été de dire peut-être que la créature est venue s'engager dans la police de Montréal sous le matricule 728. Peut-être. Peut-être. Ou bien, peut-être qu'elle n'existe tout simplement pas. Merci! Il me semble que c'est celle-là qui est la plus possible. OK. Écoute, et voilà, les minutes filent rapidement. On est tout proche de l'Halloween. Tu sais, chaque semaine, des gens m'écrivent toutes sortes de questions. Et là, on arrive proche de l'Halloween. Il n'y a pas une semaine sans que des gens me demandent mon opinion sur la fameuse série Chasseurs de fantômes, Ghost Hunter, Oui. qui est présentée à Z de télé. Et tu en avais parlé à Et ta j'en avais conférence. déjà parlé à ma conférence, tout ça. Et là, j'en reparle, bon, puisqu'on approche de l'Halloween, et bon, je vais essayer de répondre à tous ces courriels chaque semaine. C'est que pensez-vous de Chasseurs de fantômes? Bon, faut dire que cette série, les Chasseurs de fantômes, on suit un groupe de gens qui s'appelle le TAPS, The Atlantic Paranormal Society, qui est un groupe qui a été fondé par Jason Hawes et Grant Wilson. Le nom TAPS, d'ailleurs, ces deux individus sont des plombiers de leur métier. Et TAPS, si on le traduit en français, c'est robinet. Donc, c'est un très beau nom là, qui se sont donnés à l'organisation. La série originale a été diffusée sur le réseau Sci-Fi. Et c'est une sorte de télé-réalité. On le comprend bien. On suit donc une équipe de chasseurs de fantômes dans des lieux où, apparemment, il y a des activités surnaturelles. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a là trucage? On nous dit que tout ce que l'on voit est authentique. Bon, entendons-nous. Moi, je le sais pour faire, on le sait, j'ai produit des séries, dossiers mystères et autres. Oui. La télévision, c'est d'abord un divertissement. Et je pense que les gens se lasseraient rapidement de voir une série télé où il n'y a jamais une porte qui s'ouvre, il n'y a jamais un meuble qui bouge. Donc, ça tombe bien, comme on Moi, dit. quelques téléromans, ces temps-ci, c'est un peu le thème principal. Donc, ça tombe bien que chaque semaine, des portes s'ouvrent et des meubles bougent Ouais. dans cette série. Et ils font semblant d'avoir peur. Et voilà. Il faut dire aussi que cette série a été marquée par de nombreuses controverses. Des enquêteurs originaux, certains ont fait défection et n'ont pas révélé les secrets. Et là, certains vont dire, oui, mais si c'était truqué, pourquoi ces gens-là ne le disent pas? Ben, évidemment, comme les gens qui travaillent avec des magiciens comme David Copperfield, Ouais. il y a toujours une clause de confidentialité. Donc, ces gens-là ont quitté, mais par les propos qu'ils ont tenus, ces propos laissent clairement présager qu'il y a un petit peu de cordage quelque part pour faire bouger les meubles. Qu'est-ce que tu veux dire, espèce d'homme de Bon, mauvaise foi?
Écoute, Benoît, je te raconte une petite anecdote rapidement. Je me trouvais à la prison de Sing Sing il y a 3 ans. Je devais enregistrer une entrevue avec une femme qui s'appelle Catherine Ramsland, qui est une psychologue clinique, forensic psychologist, comme disent les Américains, et qui s'est spécialisée dans la psychologie criminelle. Donc, je devais faire une entrevue avec elle à la prison de Sing Sing, et elle se trouvait là, elle, pour être également invitée par la série Chasseurs de fantômes, qui eux tournaient dans une autre aile de la prison parce que soi-disant, c'était hanté. Donc, on se donne rendez-vous sur place, je fais mon entrevue, et ensuite, on gagne le plateau de chasseurs de fantômes. Ben, j'ai vu des gens mettre des cordes pour ouvrir des portes, tout ça, et je me suis dit, honnêtement, je me dis, peut-être y a-t-il des reconstitutions, comme dans Dossier Mystère. Mais je ne me rappelle pas avoir vu un seul épisode de Chasseurs de fantômes où il y avait des reconstitutions. Alors, je me pose la question, à quoi servaient les cordes? Bon, ça... Et à quoi servaient les cordes? Et donc, voilà. À faire claquer des portes? Ben, sûrement, écoute, à faire Benoît. Bouger des chaises? Ben, sûrement. Moi, je te dirais que des maisons pas hantées, ça n'intéresse personne. Et comme on est là pour faire une émission de divertissement, ben, il faut que les choses bougent un peu. C'est malhonnête. À qui le dis-tu? Il faut quand même se rappeler que dans le cadre des émissions de type fantôme comme ça, et il nous reste à peine 1 minute, il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'appareil qui détecte des fantômes. Quels que soient les groupes, les chasseurs de fantômes, on en a ici au Québec. J'ai une bonne amie à moi d'ailleurs qui se livre à des chasses aux fantômes avec tout un attirail, une quincaillerie. Il faut toujours se rappeler que ces appareils ne servent qu'à documenter un environnement, jamais le fantôme. Y a-t-il des appareils qui servent à détecter des crosseurs? Parce qu'à Montréal, on en aurait besoin. Oh, il y a une commission pour ça. Merci, Monsieur Page. Merci, Larry et Maryse et Alexandra. Merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. On refait ça demain dès midi. Au revoir. Pour réentendre les entrevues de Benoît Dutrisac, 98.5fm.ca.